Notre papa, Louis Béguin, était artisan menuisier. En 1944, il avait 31 ans. Maman en avait 30. Papa fut l'une des 86 victimes du massacre d'Ascq. Nous sommes ses 3 enfants, âgés de 7, 6 et 22 mois. Cette tragédie a frappé des civils sans défense, endeuillant notre petit village d'Ascq. Je vais vous parler de cette nuit tragique du 1er au 2 avril 1944. Ce samedi 1er avril, sans doute en fin d'après-midi, maman nous a-t-elle aidés à faire notre toilette. Après quoi, ce fut le repas du soir, avant le coucher. Papa et maman entendent l'explosion qui s'est produite sur la voie ferrée. C'est la 3e de la semaine. Papa dit, un jour, cela va nous amener du vilain. Puis ils se couchent eux aussi. Un peu plus tard, ils entendent des soldats allemands qui tirent dans les fenêtres, tambourinent à la porte. Donc, vitres cassées, coups dans la porte, jusqu'à ce qu'elle leur soit ouverte. Nous ne nous souvenons pas avoir entendu des détonations, mais ce sont plutôt les bruits de pas et les vociférations dans la maison qui nous réveillent. Des balles ont été tirées dans les fenêtres de l'étage, et donc très vite, papa et maman me transportent dans le lit de Marguerite Marie afin de tenter de me mettre à l'abri avant d'ouvrir la porte à ces fous furieux. Les Allemands montent à l'étage et ouvrent la porte de notre chambre. Papa leur dit « Ce sont des enfants ». Et Gérard, petit bonhomme de 6 ans, se met debout dans son lit et crie « Qu'est-ce que tu viens faire ici, bandit ?» Papa et maman le calment, le recouchent avant de refermer la porte de notre chambre. Papa et maman finissent par comprendre que papa doit s'habiller et suivre les Allemands. Papa quitte donc la maison, tout comme d'autres hommes du quartier. Tous écortés par les SS se dirigent donc vers le centre du village. Selon le témoignage de M. Maurice Gallois, papa a rejoint le groupe que l'histoire a appelé le 4e peloton. Il est tué à bout portant d'une balle dans la tête car il avait fait une chute sur le ballast. Il est le seul fusillé de ce 4e peloton et il est la dernière victime du massacre. De dures années s'annonçaient alors pour toutes ces veuves, sur le plan affectif bien sûr, mais aussi sur le plan financier. Ainsi, pour faire bouillir la marmite, maman a tenu à bout de bras la petite entreprise de menuiserie. Le chagrin, les soucis ont vite dégradé sa santé. Des années difficiles aussi pour les enfants, privés de l'amour de leur père. Pour nous, comme pour tous les autres orphelins, le passé a laissé des traces. Ce sont des cicatrices qui ne peuvent se refermer. On n'a sûrement pas eu la jeunesse qu'on aurait eue si papa avait été là. Bon, par exemple, on n'était pas invité dans ce qu'on appelait à l'époque les surprises parties. Parce qu'une fois, j'avais été invitée, mais à l'époque, on disait qu'il fallait rendre l'invitation et on n'avait pas les moyens. Et donc, bon, voilà, toutes les surprises parties du village se sont déroulées sans nous. Bon, pas grave, on a vécu quand même. Alors, je m'appelle Marguerite Marie Sabin. Mon père était Lucien Sabin. On habitait en face de la gare, enfin pratiquement à côté de la poste. Et moi, j'allais avoir 7 ans. Mon père était capitaine de réserve. Donc il était parti
à la guerre. Il avait été appelé un peu avant les grands événements et il a été fait prisonnier tout de suite. Dès le début de la guerre, il a été fait prisonnier. Il était prisonnier en Allemagne. Ça devait être Noël 42, il est revenu. Et puis, il a repris ses occupations à l'atelier de chapeau. Mais c'est maman qui nous a raconté que les Allemands sont venus, ils ont frappé à la porte et mon père s'est mis à la fenêtre pour demander ce qui se passait. Ils ont dit il y avait eu un sabotage et qu'il y avait des blessés sur la voie ferrée et qu'il fallait des gens pour s'occuper des blessés. Donc mon père est descendu. Et ils sont partis par la place de la gare et ils sont arrivés. Mon père a été tué à peu près à l'endroit où habite Madame de Vailly. Il a même été tué dans le jardin. Enfin, Madame de Vailly a tout vu. Elle nous a raconté qu'elle avait vu qu'il était entouré de 2 soldats, de deux Allemands, et que tout d'un coup, sans doute, mon père a entendu la fusillade qui avait lieu à cet endroit ici où on est, là, voilà, à l'endroit du mémorial. Et sans doute a-t-il voulu s'enfuir. Et donc là, il a été battu, il y avait les bras cassés, etc., etc. Et puis elle dit, Madame de Vailly a dit qu'elle avait vu qui le tuait, qui le fusillait, quoi. Qui lui envoyait des balles de revolver dans la tête. Et elle dit, après, ils se sont précipités sur lui parce qu'il avait des dents en or et ils lui ont volé ses dents en or. Moi, je me souviens de cette nuit-là et on a attendu très, très longtemps. On attendait que mon père revienne. Donc, maman, elle a toujours espéré que mon père revienne. Et à midi, il y a 2 personnes qui sont venues. Je me souviens très bien qui elles étaient. C'était Marie-Louise Sabin, qui était une cousine à nous, et puis une tante à moi, qui s'appelait Madame Pauline Avé, et qui s'était occupée de faire les toilettes des fusillés qu'on avait récupérés, qu'on avait retrouvés, quoi. Donc elles sont venues dire à maman qu'elles avaient fait la toilette funéraire de mon papa, et que voilà. C'est à partir de là que j'ai les souvenirs vraiment les plus réels, quoi. C'est mon souvenir, c'est pas raconté. Donc maman a demandé où étaient les corps des fusillés. On lui a dit ils sont à la salle des fêtes. Donc on est parti pour la salle des fêtes et il y avait du monde. Je me souviens qu'il y avait du monde à la porte. Et maman, elle a voulu rentrer, on devait attendre pour rentrer. Mais les enfants n'avaient pas le droit d'entrer, c'était strictement interdit, on ne voulait pas des enfants, vous n'avez pas des enfants. Et maman, elle s'est mise en colère, je me souviens qu'elle avait crié très fort, même, c'était pas son habitude. Et elle a crié très fort, elle a dit « Je veux que mes enfants voient ce qu'on a fait à leur père ». Donc on est rentrés, et je me souviens toujours de l'entrée de cette salle des fêtes. Par terre, il y avait un carrelage avec des grands carreaux noirs et blancs. Et j'ai encore ça, chaque fois que je passe devant cet endroit, je vois encore ce carrelage noir et blanc. Donc on est rentré dans la salle des fêtes et je me souviens que j'ai vu des cadavres. Enfin, pour moi, je ne savais pas ce que c'était. Il y en avait, ils étaient sur la paille. Et on m'a arrêté devant mon papa. Et il y avait une tête toute ronde habituellement, et là, j'ai pas reconnu. Il y avait devant les cadavres, quoi, il y avait une étiquette avec le nom. Et mon père s'appelait Sabin, et à côté, il y avait le copain de mon frère, Jean Roch, qui était à côté, enfin, presque à côté. Et ça, j'ai lu Maurice Roch et Jean Roch, et je les ai bien reconnus. Eux, je les ai bien reconnus. Quand mon père était mort, quoi, on restait très, très concentrés sur maman. On voulait pas se quitter. On était toujours ensemble. Et maman, elle était obligée d'aller à Paris, parce qu'elle a continué la chapellerie pendant un moment jusqu'à ce que ça n'aille plus. Moi, on nous a remis tout de suite à l'école. Hein. Et j'étais à l'école avec Marguerite Marie Béguin.
et avec, je me souviens de ces deux-là, et de Béatrice Brier. Béatrice Brier, c'était pas son papa qui a été tué, c'était son grand-père. Et donc on était à trois et on faisait vraiment, on était à part des autres, on n'était plus comme les autres. Écoutez, maman, elle nous en parlait tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle a jamais, de mon père, elle parlait comme, il y avait des photos partout. D'ailleurs, j'ai encore retrouvé l'autre jour en rangeant mes affaires à moi, un papier où elle marquait que même quand on serait mariés, il fallait mettre la photo de mon père dans notre chambre à coucher. Donc c'était vraiment... D'ailleurs, des photos de mon père, j'en ai... je ne sais pas combien. C'était vraiment un culte, pratiquement. Et moi, je me souviens, justement, dans cette petite chambre, vous savez, qui donne sur la place de la gare, c'était le bureau de maman. Et moi, je me souviens que je montais et que maman, elle pleurait. Elle se mettait là dans le bureau pour pas qu'on la voie pleurer. Et elle pleurait souvent. Et ma sœur, elle me disait aussi, quand elle a eu signé ce pardon, elle pleurait souvent en se culpabilisant. Elle disait qu'est-ce qu'il va penser là-haut, qu'est-ce qu'il va penser de moi. Donc nous, on vivait là-dedans, si vous voulez. On avait toujours cette ambiance qui revenait sans arrêt jusqu'à la fin, hein, de toute façon, jusqu'au bout. André Barat. Bon, aujourd'hui, j'habite à Amiens et j'ai 90 ans. Et j'en avais 15 au moment du massacre. Gaston Barat, c'est mon père, qui s'est marié en 23. Il a eu 5 enfants. Donc... Non, mais si vous voulez, mon père, on peut dire beaucoup, il y a beaucoup. Hein. Mais je dirais, la vie, il l'a fait à l'envers, comme on dit, parce que il avait 16 ans ou 14, il s'est retrouvé prisonnier civil en Allemagne. Il est resté 6 mois prisonnier civil. Il y a beaucoup de gens qui l'ont connu. Il accroche tout le monde. Il a été président, mais il a été joueur en même temps. Hein. Il a été joueur plusieurs années, jusqu'à 33 ans. Et en fait, moi j'avais 7 mois quand l'USA a été créé. Il était délégué du Secours national, de la Croix-Rouge. C'est lui qui s'est occupé du colis des prisonniers. Il a créé les soupes populaires. Son rôle dans la résistance, si vous voulez, c'est de cacher soit des militaires, soit des aviateurs, ou trucs comme ça, ou des réfractaires qu'il ne voulaient pas passer. Si ça, il en a caché. Il y a eu des faux papiers. Ouais. Industriel, oui, il était industriel. Donc, c'est une entreprise familiale. Donc, qui était un tissage d'ameublement et couvre-lit. Et c'est comme ça, si vous voulez, que mon père, quand il a entendu l'éclatement, je dirais qu'il s'est dit, ça y est. Un quart d'heure après l'attentat, les SS sont tambourinés dans la porte, ma mère est allée ouvrir. Et ils ont demandé après mon père, ils sont juste rentrés en bas, et mon père est descendu, il est parti sans se retourner. De ce moment-là, il est parti, puis nous on a entendu, ça tiraillait dans les fenêtres en face, on a entendu des cris et tout, après ça a eu l'air de se calmer un petit peu, puis ils sont revenus la 3e fois, peut-être une demi-heure après. Et donc là, ils étaient à 3, il y en a un qui m'a emmené pour faire. Il a voulu que je le conduise dans toute la maison. Et puis quand il est revenu, qu'il avait fait le tour, il a voulu que je descende. Il était avec sa mitraillette, il m'a poussé dans le dos. Moi, j'étais en pyjama, je n'ai pas voulu suivre. J'ai tout fait, j'ai descendu 3-4 marches, pas plus. Et puis le sous-officier qui était resté en bas avec ma mère, il a monté, puis il m'a mis sa lampe sous les yeux. Puis il m'a dit, scout couché. Puis on est resté. Puis ils sont partis. Puis, après ça s'est calmé, on n'a plus rien entendu, on a entendu. C'est à 6h30, c'est le beau-frère de ma mère qui est venu nous annoncer, qui était décédé. Il nous annonce ça, Geneviève, Gaston est mort. Paf! Tu sais, ça comme ça, froidement. Puis il n'est pas resté longtemps.
Alors là, c'est... Je vous jure qu'on se demande quoi. Hein. Je ne sais pas, on est en train de chuter sans parachute et ça n'arrête pas. Hein. On ne sait plus où on est, on ne sait plus quoi. Et puis aussi, ça fait tellement brutal, d'un seul coup. Et puis, les SS qui étaient encore là sont répandus dans le village puisqu'ils cherchaient des cafés pour aller boire, des trucs comme ça. Et ma mère a eu peur, elle n'a pas voulu que je reste. Donc, moi, à 10h30 du matin, je suis parti. Je ne suis rentré que le mardi après-midi. Mais parce qu'on arrive à des choses ahurissantes aussi. Hein. Moi, je vais en face de chez moi, Henri Delqueux, ils sont rentrés, ils ont fait le tour de la maison, puis ils disent, vous ne sortez plus, vous restez là. Ils vont plus loin, ils vont chez Courmont, hein, qui a 36 ans, qui a déjà 8 enfants, qui a la grand-mère qui est là, et qui l'emmène. Pourquoi? On m'a demandé si je voulais le voir. J'ai dit non. Je me suis dit non, je préfère garder souvenir d'un homme tel qu'il est vivant. Et puis en plus, si vous voulez voir un peu l'ensemble des massacrés, c'est à 15 ans, je crois que c'est dur. Ça change complètement, parce que à 15 ans avant, on avait l'impression, on est jeune, dans un milieu, si vous voulez, je ne dis pas cocon, mais un milieu, on est aisé, on est tranquille. La guerre, on voyait ça, la guerre de loin, comme tout le monde. Hein. Et après, je me suis dit, le chef de famille n'est plus là, moi je suis le fils. Je suis peut-être trop jeune, mais il a les responsabilités, elles vont me tomber dessus. Hein. Et il faudra bien que... Il faut évoluer, il faut changer. Donc, je dirais, la jeunesse, elle m'a passé. Je dirais, après le massacre, la vie reprend. Hein, donc, il faut vivre, faire les études. On n'était pas très gai, les sorties, les cinémas, aucun intérêt. Puis en plus, on est tous un petit peu renfermés sur soi-même. Avec qui voulez-vous parler, qui voulez-vous discuter? On est tous dans le même cas, dans les mêmes problèmes. En 1949, je suis entré dans l'entreprise. Officiellement, je crois que c'est le 1er avril. Quelquefois, je me dis, on doit dire que je suis trop... Je vois devant, derrière. Non, il faut nettoyer, C'est des souvenirs, mais il ne faut pas s'en forger quelque chose. Bien qu'on ne peut pas ne pas en parler sans... On ne passe pas de jour sans penser quand même. Moi, j'accepte cette interview pour un hommage à mes parents, quoi. Non, parce que vraiment, c'est beau ce qu'ils ont fait, ce courage qu'ils ont eu. Oui. Alors, j'ai dit, pour rendre hommage à nos parents qui se sont aimés d'un amour tendre et fidèle, malgré de longs moments d'absence et d'épreuves. Des épreuves, oui. Et qui n'ont renié ni leur foi, ni les valeurs de la vie, et qui ont toujours gardé espoir. Et aussi pour rendre hommage à nos mamans qui ont été héroïques, toutes les mamans après ça. Chacune a eu sa peine, chacune a eu ses difficultés. Vous voyez, Madame Courmont, avec ses 8 enfants, qu'est-ce qu'elle a dû lutter, non? Oui. À ma naissance, 1 an après ma naissance, maman est tombée malade de tuberculose. Donc elle est partie dans l'Ain pour se soigner. Donc nous, on a été dans la famille, quoi. On a été élevés par nos oncles et tantes. Et papa, on ne le voyait pas beaucoup. J'ai appris un tas de choses avec ces lettres. Sur mon enfance, je ne savais pas. 39, maman était malade, elle était partie. 38, 39, nous on était séparés. C'est la déclaration de la guerre, papa est parti, puis voilà. Le 6 juin 40, il a été pris à Malo. C'est ce que dit le titre du livre. Il a été fait prisonnier, là, oui. On a beaucoup de lettres de papa, parce que c'est maman qui les recevait. Sur les 80, il y en a 70 pour maman. Et à peu près 10 de maman pour papa, pas plus. Il y avait le chemin de fer, la boulangerie, et puis après, il y avait notre ferme à nous. Oui, oui. Et c'est là que nous sommes nés, tous les 3. Tout ce que je sais, c'est maman qui raconte, qui nous a dit qu'on a frappé à la porte. Et puis, papa, il y avait un couloir, donc papa est allé l'ouvrir et il a parlé avec les SS puisqu'il parlait allemand. Non. Et alors, donc, il a expliqué à maman qu'on avait besoin de lui pour des travaux sur la voie ferrée parce qu'il y avait un train qui avait déraillé. Alors, maman lui a donné un gilet chaud
Et puis, en partant, il a dit, je reviendrai. À un moment, j'étais inquiète quand même. Hein. J'ai dit, quelle réaction a dû avoir papa? Parce qu'il a eu le temps de voir qu'il allait être massacré, non? Il devait entendre les coups et des choses comme ça, non? J'ai dit, mais quelle réaction il a eu? Et quelqu'un m'a dit, ce sont mes oncles, Jean Descamps et Louis, sont deux frères, ils n'ont pas été pris par les Allemands. Alors c'est eux qui, le lendemain, ont prêté leurs chevaux, leurs chariots et tout ça, et puis qui ont découvert les corps, quoi. Non? Et alors donc, par les enfants de mes deux oncles, j'ai donc appris que papa, il avait trouvé la tête contre le sol avec son portefeuille ouvert. Non. Alors moi, pour moi, ça veut dire que quand il est mort, il était avec nous, quoi, puisqu'il y avait certainement des photos dans son portefeuille. Donc il a mis son portefeuille sur son visage, puisque la balle est passée dans la tête. Oui. Donc il est mort avec nous. Il nous a emportés, disons. Enfin, ça me fait du bien de penser ça, quoi. Oui. Parce que sinon, on ne comprend pas. Hein. On ne comprend pas du tout. Non. Oui, et on ne comprend pas que 6 mois après être rentré pris de prisonnier, il ait une fin pareille, quoi. Il y avait des champs qui appartenaient, enfin, que papa et maman utilisaient, non? Il y en a un qui s'appelle le champ d'Elmotte, où beaucoup de massacrés sont tombés là, non? De fusillés sont tombés dans le champ d'Elmotte, oui. Dans l'Elmotte. Et papa, comme on dit, est tombé dans son champ. Il était tué dans son champ. Oui, c'était tout près. Hein. Oui. Oui. Puis après, bon, ben, on nous a séparés, Mais maman est retombée malade, hein, tout de suite. Elle est repartie dans l'Ain. Je crois, j'ai d'abord été en pension au Bourg dans la Sagesse, toutes les deux, ma sœur et moi. Puis après, la famille a dû s'organiser. On nous a séparés tous les trois. Oui, on était séparés. Et alors après, quand maman est revenue d'Hauteville, elle était un petit peu mieux, maman est rentrée, et c'est là que son calvaire, vraiment, elle a un calvaire très, très, très grand, très pauvre maman. Quand maman est revenue d'Hauteville, elle a eu un travail très, très difficile parce qu'on lui a trouvé de travailler dans une usine où elle soudait des tuyaux d'échappement. Pour une femme, c'est des fils. Et puis après, on lui a trouvé notre travail, mais dans la ferme. Pendant qu'elle était partie à Hauteville, on a dû vendre les bêtes, les vaches, les cochons, tout ça. Et donc, il restait les bâtiments. Et là, je ne sais pas qui a organisé ça, on lui a donné des grandes feuilles d'aluminium, des machines, et avec ça, elle a fabriqué des marmites et des casseroles. Non, parce que moi, on est parti assez vite, hein, du fait que maman est partie travailler à Marc-en-Barœul. Vous voyez bien que 20 ans après, maman n'y est pas, puisqu'elle était décédée. Non, elle est en 53, 9 ans après. Donc, elle n'a pas suivi les veuves et tout ça, ni secourant, la famille non plus, quoi. Non, après, quand papa est décédé, j'ai dormi dans le lit avec maman. Et la nuit, je me réveillais et j'écoutais si elle respirait encore. J'ai toujours eu peur qu'elle meure. Et j'étais tranquille le jour où elle est morte. Où elle est partie. Et ça y est, maintenant c'est fini. Ouais. Et oui, c'est comme ça, c'est comme ça. On a eu de la chance. On est 3 enfants et on a eu de la chance. On n'avait pas de parents, mais on a eu de la chance quand même. Parce que mon frère a trouvé un travail, ma sœur aussi, et moi aussi. Enfin, je suis fière de mes parents. Ouais. C'est triste qu'ils aient tant souffert. De voir que vous n'avez pas connu vos parents, mais que vous avez été dans les bras de votre papa, que vous avez été sur ses genoux, qu'il parle de vous, que tout ça, ça fait du bien. Hein? Alors je voulais finir comme ça, non? Que papa et maman ont creusé leur amour mutuel dans la souffrance et le recours à leur foi en Dieu. C'est là. Ils se sont aimés. Ils se sont soutenus l'un l'autre avec un amour grandissant malgré la séparation, par-delà les 1000 et 1000 kilomètres qui nous séparent, disait maman. Elle écrivait ça.
Et c'est dans le recueil des lettres écrites durant la captivité que nous trouvons l'histoire d'un homme et d'une femme qui s'aimaient et que la guerre séparait.